tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi et j'ouvre un nouveau vlog. J'ai tout coupé, j'en avais à ras le bol. Je vous reprends rapidement, juste pour ouvrir ce vlog, j'ai fait deux petites réceptions que je voulais ouvrir avec vous et je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous parler de ma lecture en cours. Je crois que je vous le dis dans le précédent vlog, mais j'ai attaqué Le Tueur de l'ombre de Claire Favant, mais je vous reprendrai un petit peu plus tard pour ça, sachant que c'est un tome 2, donc je vais pas vous dire grand chose en fait. Alors d'abord, j'ai reçu un petit paquet qui me vient de chez Pocket et j'ai reçu un Karen Ponte et que quelqu'un vous tende la main. J'ai toujours pas lu Karen Ponte, j'ai peur en fait de... je ne vois que des éloges en fait au sujet de Karen Ponte. C'est vraiment Bagdad derrière, je suis navrée. J'entends que des choses bien au sujet de Karen Ponte, alors je me dis est-ce que je vais pas en attendre trop. Le Jardin des Cybèles est une maison de repos qui accueille des personnes abîmées par la vie. Cet été-là, elle ouvre ses portes à deux nouvelles pensionnaires, Valérie et Anna. Quelques jours après leur arrivée, elles font la connaissance de Charline, la propriétaire d'un petit salon de thé voisin. Ce lieu chaleureux devient un véritable refuge pour les deux femmes. Mais lorsque l'existence de Charline est bouleversée, Valérie et Anna mettent leurs propres souffrances de côté pour épauler leur amie dans cette terrible épreuve. Toutes trois embarquent alors pour une virée improvisée au bord de la mer. C'est très court, ça fait 300 pages. Je vais essayer de le caser assez rapidement parce que j'ai quand même envie de découvrir Karen Ponte. Parce que j'en entends tellement de bien. Un grand merci Pocket pour l'envoi. On a écrit beaucoup quand même. Hein. Un merci de trop, tu as promis que tu vivrais pour moi. Avec des si et des peut-être, d'ici là porte-toi bien. Après il y a toutes ces comédies de Noël. La lumière était si parfaite. Et que quelqu'un vous tende la main. Et puis il y a son dernier qui sort là chez Fleuve. Prendre la vie comme elle vient. Je trouve cette couverture très jolie chez Fleuve. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un second paquet qui me vient de chez Le Duc. Oh, c'est le dernier Clarisse Sabar. Alors, il sort en librairie le 12 avril, donc il va sortir tout bientôt. Je pensais pas qu'il sortait si tôt, je croyais qu'il sortait fin avril. Ils ont réédité certains de ses poches chez Charleston. Elles sont trop belles les couvertures. Alors, Châtillon-sur-Indre. L'été 2018 s'annonce mouvementé pour Lisa. Tandis qu'elle s'apprête à recueillir sa mère fragilisée par la violence de son ex-compagnon, elle doit également héberger son grand-père, Loulou, dont la maison est en travaux. Or, cela fait 8 ans que tous deux ne se parlent plus. La présence de Tim, son petit garçon qu'elle élève seule et que tous adorent, suffira-t-elle à apaiser les tensions? Lisa a à peine le temps de se poser la question qu'elle est confrontée à un autre problème, la rénovation de la maison de Loulou, met au jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffret. Comment Lisa aurait-elle pu imaginer que celui-ci renferme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis l'enfance? Tout commence en juillet 1939 lorsque la jeune Aurélia, inquiète de voir son monde vaciller, face à la menace d'une nouvelle guerre, décide de tenir son journal des événements. À la suite de Lisa et d'Aurélia, deux héroïnes inoubliables, Clarisse Sabar nous entraîne dans une fresque familiale et historique, éblouissante au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Je vais être exigeante, la Seconde Guerre mondiale, c'est ma période fétiche. 465 pages. Je passe toujours des très bons moments avec Clarisse Sabar, donc je ne vois pas pourquoi celui-ci dérogerait à la règle. Clarisse Sabar, un air d'éternité, je suis trop contente de l'avoir reçu et je vais le lire très vite. Je sais plus. Est-ce que je le lis en avril? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, il me fait très envie, il est dédicacé, je suis trop contente. Un grand merci à Clarisse Sabar pour la dédicace et à Charleston pour l'envoi. Voilà, je vous prenais vraiment très rapidement aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je vous reprendrai très vite pour vous faire un petit update de mes lectures en cours. Et puis je vous ferai un petit bilan sur mes lectures du mois de mars également, je vous reprendrai pour tout ça. Voilà, je vous reprends plus tard. Où est mon tueur ? Je vous reprends, on est jeudi et je vous reprends pour vous faire l'update de mes dernières lectures. En préparant mon bilan de mars, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé de lui, donc je vais déjà commencer par vous parler de ça. Attention, si jamais vous n'avez lu aucun tome de La Villa, je risque évidemment de spoiler 2-3 trucs, je vais essayer de faire très attention. Mais si vous avez envie de vous engager sur ça, n'écoutez pas ma chronique. L'héritage de La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, c'est donc le tome 3 de la saga de La Villa aux étoffes. Dans celui-ci, on est après la Première Guerre mondiale.
On s'attend à une paix retrouvée, une harmonie au sein de la Villa aux Étoffes. Le tome 2 finit par des retrouvailles entre certains couples. Et donc c'est avec beaucoup de joie que j'entame ce tome 3 en me disant qu'enfin je vais retrouver des choses que j'aimais dans le tome fin du tome 1, début du tome 2, etc. Mais non, hélas, il va se passer plein de choses. Autant dans le tome 2 c'est la guerre, autant là ce sont des conflits internes dans la Villa aux Étoffes et je me régale tout le long de ce tome. J'arrive pas à dire lequel de tome j'ai préféré, si j'ai préféré le 1, le 2, le 3, parce que je trouve qu'ils ont tous quelque chose d'unique et de... Ils racontent tous une histoire différente avec les mêmes personnages et c'est ça que je trouve très fort dans ces romans chez Anne Jacobs. Celui-ci, je trouve qu'il va un petit peu s'éloigner de Downton Abbey. Alors je rappelle un petit peu le pitch général de la Villa aux Étoffes. On est sur une riche famille d'industriels allemands. Alors riche après la guerre, plus tant que ça finalement, mais quand même... ça reste des personnes haut placées dans la société. Et voilà, donc on a vraiment ces histoires entre la matriarche, Madame Melzer, et puis ses 3 enfants qui vivent à la villa avec Kitty, l'artiste, Elisabeth, celle qui a un petit peu plus la tête sur les épaules et qui est la pauvre, à qui il arrive toujours tout un tas de choses vraiment pas cool. Et puis Paul, le fils qui reprend les rênes de la villa. Donc voilà, je disais, je trouve qu'on s'éloigne un petit peu de Downton Abbey dans celui-ci. Je trouve qu'il est plus féministe, que certains personnages tentent un tournant, qu'on attend en fait à cette période-là. Alors il y a des personnages qui se complaisent dans cette société patriarcale à souhait. Et puis il y a d'autres personnages comme Marie, évidemment. Marie, c'est vraiment le personnage que je préfère dans cette saga. Je me suis beaucoup attachée à Marie en fait dès les premières lignes de ces tomes. Et voilà, Marie, elle se laisse pas faire comme dans tous les tomes et là elle se bat pour la mémoire de sa mère et j'ai trouvé ça vraiment top dans ce roman là. Et puis il y a Kitty, toujours cette artiste qui elle non plus ne se laisse jamais faire et qui voilà, elles tentent toutes les deux un petit peu de bousculer les convenances et je trouve ça cool. Et puis à côté de ça il y a la matriarche hein, qui laisse... qui n'a pas les mêmes priorités que j'aurais cru qu'elle aurait. Et puis il y a une nouvelle arrivante au niveau des domestiques qui s'appelle Serafina et qui est le petit piment de ce tome 3 et vraiment elle apporte du piment, on adore la détester en fait, Serafina. Et puis il y a Paul dans ce tome que vraiment j'ai parfois eu beaucoup de mal à comprendre. Donc voilà, pour l'héritage de la Villa aux Étoffes, on est sur un tome 3. Je passe toujours un excellent moment, j'aime beaucoup cette saga. Évidemment, ça me fait penser à Downton Abbey puisqu'on suit les maîtres de maison, on suit leurs querelles, on suit leurs coups de cœur, on suit tout ça. Et puis on suit également les domestiques. Et dans celui-ci, il arrive tout un tas de choses à plein de domestiques. Et je trouve ça cool, il y a des domestiques qui ont évolué entre le premier tome et celui-ci, il y a des domestiques qui ne sont plus domestiques à la villa mais qu'on suit toujours, enfin bref. Il y a tout un tas de choses, je trouve vraiment que cette saga elle évolue très bien et qu'elle s'éloigne petit à petit de Downton Abbey que j'aime énormément, une série que j'aime énormément, mais en même temps on va pas se mentir, j'ai pas envie de relire Downton Abbey, j'ai envie de lire La Villa aux Étoffes et c'était chouette, vraiment. J'ai attaqué hier soir le tome 4. J'ai lu la première partie, je suis donc à jour dans mon découpage du planning de lecture. Ce mois-ci, je ne fais pas d'impair et je reste bien à jour sur le découpage que j'ai fait. Pardon. Et qu'est-ce que je disais? Ça y est, on m'a perdu, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais j'ai attaqué le tome 4 et on est un petit peu plus loin dans le tome 4. Je m'attendais pas à aller aussi longtemps après. Et pareil, écoutez, cette première partie du tome 4, comme tous les tomes, en fait, je trouve que ça démarre tranquille, mais ça pose les bases du tome. C'est-à-dire qu'on sait à quoi s'attendre, en fait, en lisant le tome et de ce qui va à peu près... quels vont être les problèmes, en fait, du tome. Enfin, voilà. Toujours pareil, j'aime beaucoup La Villa aux Étoffes. Sinon, quand je suis partie à Lyon, l'année dernière pour aller à Lyon, j'étais partie avec un roman de Laure Manel. J'avais voulu emmener un petit peu de douceur dans un quai du polar.
Et cette année, non, j'ai décidé d'emmener le pire meurtrier de l'histoire du polar français. J'ai presque envie de dire, parce que vraiment le 1 m'a traumatisée. Je vais refaire le pitch très rapidement du premier tome. Dans le premier tome, on rencontre un très jeune garçon qui s'appelle Will Edward. Et Will Edward, il a une enfance absolument horrible. Son père lui fait... sa mère est morte, mais sa mère, c'était pas quelqu'un d'incroyable. Son père lui fait subir les pires sévices qu'on puisse faire subir à son fils. C'est un petit garçon qui est renfermé sur lui-même, etc. Et puis un jour à l'école... il est évidemment maltraité, c'est la cible à l'école, le bourreau. Et un jour, une jeune femme, une jeune demoiselle, une jeune fille à l'époque, Samantha, va prendre sa défense et dire il faut arrêter, nanana. Quelle grosse erreur fait-elle là? Bref. Et puis finalement, voilà, Will Edwards, l'empathie que l'on peut éventuellement développer, mais je crois pas parce qu'il me semble qu'on sait tout de suite que ça va être une catastrophe, est très très vite en tout cas balayé par le monstre absolu que va devenir Will Edwards et ce tueur en série terrorisant, machiavélique, sanguinaire, psychopathe, manipulateur, enfin bref, il a vraiment imaginé tout un panel d'adjectifs atroces, ben il les a tous je pense. Ça c'est le tome 1, il m'a vraiment traumatisée parce qu'évidemment cette pauvre Samantha qui a pris sa défense au début du roman ne sait pas encore qu'elle vient de sceller son destin au pire, à un des pires tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Et ensuite va entrer en scène le FBI, des profilers, etc. dont RJ, qui est le principal profiler dans le tueur intime. Voilà, je vais arrêter d'en parler du tueur intime. Je vais vous inviter à avancer. Si jamais vous n'avez pas lu le tueur intime et que vous avez envie de découvrir le roman, parce que je ne peux pas vous parler du tueur de l'ombre sans spoiler la fin du tueur intime. Je vous mets juste ici le timer jusqu'auquel vous pouvez avancer si vous ne voulez plus entendre parler du tueur de l'ombre. Donc, le tueur de l'ombre, à la fin du tome 1, il se passe un truc absolument horrible, c'est-à-dire que tu viens de vivre une enquête atroce, que tu as eu très peur pour Samantha et pour RJ, cet agent du FBI, parce qu'en fait dans le tome 1, ils vont lui proposer de former un faux couple avec Samantha, une sorte d'infiltration pour attirer Will dans un piège, pour que Samantha et RJ, entre guillemets, servent d'appât. Sauf que ça marche très très bien, puisqu'à la fin du tome 1, il a failli, Will, tuer et Samantha et RJ. Mais finalement, après une scène absolument horrible, le FBI parvient à arrêter Will Edward. Enfin, dans le tome 1, je reprends ma respiration, je me dis, ce monstre est derrière les barreaux. Et le tome 1 finit par l'évasion de Will Edward. Et là, tu dis... c'est pas possible. Donc voilà, j'attaque ce tome un petit peu après. Il a fallu que j'ai mis un peu de temps à reprendre des nouvelles de Will Edward parce que vraiment il m'avait sacrément mis en tachycardie le premier tome. Entre temps, dans le tome 1, on le sait, hein, Will et Samantha sont réellement tombés amoureux et ils vivent réellement ensemble à la fin du tome 1. Donc évidemment, l'évasion de Will vient remettre en question tout, leur vie, leur façon de fonctionner, etc. Will va de nouveau être appelé sur le terrain, va un peu laisser tomber Samantha, je trouve, et voilà, l'enquête redémarre. La grosse question, c'est comment a-t-il fait pour s'évader? Et ça va être un petit peu mon épine dans le pied à la lecture de ce roman-là, c'est-à-dire que j'ai du mal à y croire, à cette évasion, ce qui fait que je vais avoir un peu plus de mal à me plonger dedans. C'est-à-dire que, de ce que je comprends, en fait, il y a une petite camionnette, enfin un seul fourgon qui emmène Will d'un point A à un point B. Et voilà. Et il y a un accident pendant ce trajet et Will s'évade. Je me dis qu'un mec qui a fait autant de choses horribles, t'as pas un fourgon normalement, t'as 1500 fourgons, des hélicoptères, des trucs, enfin le mec tu le laisses pas aller d'un point A à un point B dans une petite camionnette. Et du coup c'est vrai que j'ai du mal à y croire, à cette évasion. Alors peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'il y a 7000 fourgons, etc. Mais dans la manière dont moi je le comprends et je le perçois,
C'est trop facile. L'évasion. Mais une fois que je passe outre ce détail qui pour moi a quand même son importance, je retrouve un Will Edwards et des meurtres qui font vraiment très froid dans le dos. Je retrouve l'esprit machiavélique de Claire Favant qui écrit vraiment très bien, Claire Favant. Alors il y a des passages extrêmement gore et extrêmement dégoûtants. Mais ouais, j'aime beaucoup en fait cette histoire. J'aime beaucoup, alors c'est très bizarre de dire ça, mais j'aime beaucoup en fait ce tueur en série. J'aime beaucoup ce roman. Voilà, de toute façon si on lit des policiers, c'est qu'on aime un peu ça quand même, de se faire torturer l'esprit. Et puis il y a un twist, à un moment donné, que je ne vois tellement pas arriver. Et là je me dis, elle a une nouvelle fois fait très fort Claire Favant. J'avais envie de recommencer le roman. Heureusement que le twist arrive au bout d'un certain temps, parce que sinon je pense vraiment que j'aurais recommencé le roman, parce que je me dis comment j'ai pu passer à côté d'un détail si énorme. Et donc du coup je trouve qu'elle fait très fort Claire Favant. J'aime de nouveau beaucoup ce livre. Moins que le tueur intime, vraiment beaucoup moins que le tueur intime. Le tueur intime, vraiment, c'était un très très haut niveau pour moi. Là, c'est un très bon polar. Mais ça ne vaut pas pour moi le tueur intime. Je crois que de toute façon, quand on fait un premier roman, une enquête aussi tordue, aussi bien ficelée que ce qu'elle avait fait, ça aurait-elle pu faire mieux que le tueur intime? Je ne crois pas. En tout cas, celui-ci, écoutez, l'enquête est, je vous dis, l'enquête est très intéressante. Les chemins tortueux qu'elle emprunte, Claire Favant, sont très intéressants. Je tremble pour Samantha parce que je la vois petit à petit. Je vois qu'on l'abandonne un peu en fait, Samantha, et j'ai peur pour elle, j'ai tellement peur pour elle. Et puis la fin. La fin est parfaite. Je n'aurais pas aimé qu'il en soit autrement. J'ai beaucoup aimé la fin. Et voilà, du coup, vraiment, le tueur intime, foncez. Et puis de toute façon, une fois que vous aurez lu le tueur intime, vous pouvez pas vous arrêter. Il faudra lire le tueur de l'ombre. Je vous dis, à part cette évasion à laquelle j'ai du mal à croire, en fait, le restant du roman me plaît beaucoup. Voilà. On est sur un angle un peu chelou aujourd'hui, mais j'ai un problème avec mon trépied. Il tombe le téléphone. Alors j'ai fait deux petites réceptions que je vais ouvrir avec vous. Alors, les deux me viennent de chez Pocket. Ce sont des surprises, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors la première chose que je reçois, c'est le nouveau roman de Bernard Minet en poche. Alors je l'ai déjà lu l'année dernière, Lucia. Voilà, celui-ci. Ils vont refaire toutes ces couvertures à Bernard Minet et ils ont adopté un style tout à fait différent de ce qui était actuellement. Donc ça c'est Lucia. Et voilà, ils vont tous les refaire. C'est un style différent. Je sais pas. Peut-être que je préfère quand même celles d'avant. Celles-ci, elles sont plus polars peut-être. Bon, elles sont belles quand même. Hein, j'aime bien. Ah, la chasse, j'aime bien. La chasse, j'aime beaucoup. Mais les couvertures de chez Issou, je trouve qu'elles sont dingues à chaque fois. Ouh, celle-là, elle fait peur. Hein. Et celle-ci. Alors, Lucia de Bernard Minet, l'année dernière, je le lis dans le cadre du jury pour le Festival Sans Nom. Et, alors autant j'aime beaucoup les meurtres, la façon dont c'est mis en scène, l'écriture de Bernard Minet, enfin bon, Bernard Minet quoi, enfin, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, autant je vois tout arriver tellement trop vite que je passe complètement à côté de Lucia, moi. Mais j'aime beaucoup l'enquêtrice. Je sais maintenant que c'est le début qu'on retrouvera cette enquêtrice et je suis vraiment contente parce que j'ai beaucoup aimé le personnage. Mais l'enquête du premier tome ne m'a pas convaincue. L'inspectrice Lucia Guerrero porte bien son nom, c'est une guerrière, une vraie, mais ce soir-là, le cœur lui manque. Sous une pluie torrentielle, le cadavre de Sergio, son coéquipier à la police judiciaire madrilène, joue les Christ au calvaire, nus, les bras en croix. La peau collée à la glu, pourquoi une telle mise en scène et quel rapport avec cette ancienne série de crimes exhumés par un programme expérimental de l'université de Salamanque. Oh, vous devez entendre ma machine à laver, ça doit être horrible, je suis désolée. Cette intelligence artificielle de criminologie, la première en son genre, est formelle. Les meurtres sont inspirés de peintures de la Renaissance. Entre vrai copier et faux semblant, le chemin sera long pour Lucia de l'ombre à la lumière. Voilà, un grand merci à Pocket pour l'envoi de ce roman. La couverture de celui-ci me plaît beaucoup. Ah, Luca di Fulvio, je n'ai jamais lu. Mama Roma.
C'est une belle petite bricasse, hein. On est sur 800 pages. Ils sont 3 orphelins jetés sur les routes du royaume d'Italie. Pietro, jeune homme perdu au regard duquel rien n'échappe, puis Nella, comtesse flamboyante aux idées d'avant-garde, enfin Martha, saltimbanque blessée par la vie. 300 familles auxquelles Rome tend les bras, Rome la mère, Rome la louve, Rome la catin splendide et miséreuse, avec ses amours violentes, ses truands, ses complots, Rome assiégée qui, en cette année 1870, s'apprête à tomber aux mains des partisans. Aux premières loges de cet opéra révolutionnaire, tous 3 vont insister et participer à leur façon à la naissance d'une nation. C'est un auteur qui m'attire beaucoup, je crois que j'en ai un dans ma palle, à découvrir donc. Un grand merci aux éditions Pocket pour l'envoi de ces 2 romans. Je vais donc couper ici parce que ma machine elle les sort pendant 700 ans. Je sais pas depuis combien de temps elle les sort, j'ai pas fait attention. Je vous ferai mon bilan lecture du mois de mars tout de suite après pour vous, demain pour moi. Je vous reprends donc plus tard. Et pour terminer cette journée de jeudi, nous avons avec les garçons continué à décorer nos vitres. Je découpe de grandes formes dans du carton et ensuite avec un papier collant, on les remplit de papier crépon. Ils adorent faire ça et ça met plein de couleurs à nos fenêtres. Quoi de mieux pour fêter l'arrivée du printemps? Je vous reprends nature, peinture, on est vendredi, je vais vous faire le petit bilan ça va trembler, de mes lectures du mois de mars. Je vais vous le faire un peu sur le même format que je fais sur Instagram, pardon, avec mes 3 coups de cœur, ma déception. Alors je présente plus ma déception ou le flop du mois comme je l'écrivais avant sur Instagram. Parce qu'en fait, je me dis que si l'auteur ou l'autrice tombe sur mon post, ça peut lui faire mal au cœur. Alors, mes chroniques sont toujours entières et sincères. Si j'ai pas aimé le bouquin, de toute façon, vous vous en êtes rendu compte dans le mois. Et ça sert à rien, en fait, de nouveau remuer le couteau dans la plaie et dire que, tu vois, sur les 10 bouquins que j'ai lus, bah, c'était celui-ci le plus nul. Je trouve, voilà, c'est quelque chose que je fais plus. À tort ou à raison, je ne sais pas, la liberté d'expression, tout ça, je suis pas là pour débattre, mais c'est quelque chose que j'ai décidé de ne plus faire sur Instagram, de ne plus dire ça c'est mon flop du mois, parce que peut-être que l'auteur il a mis 5 ans à écrire son bouquin et que ça peut faire mal au cœur. Donc voilà, j'ai décidé de ne plus le faire. En tout cas, là je vais vous présenter mes 3 coups de cœur, le personnage du mois que j'ai préféré et la couverture. Donc j'en ai lu 10 ce mois-ci. Hop. Ici, j'ai que des bonnes lectures ce mois-ci. Il n'y aurait pas eu de flop de toute façon ce mois-ci. Mais il y en a qui se démarquent un peu plus que les autres. Le personnage du mois, je vais commencer par ça. Et je vais évidemment vous parler de cette Mamie Luger. Je vous en ai parlé dans un vlog. J'ai adoré son histoire. J'ai adoré cette grand-mère qui a 102 ans, je crois. Oui, c'est ça, 102 ans. Et qui est au bout de sa vie en fait, et qui a fait tellement de choses dans sa vie, qui se sent le besoin de vider son sac et de raconter l'histoire de ces cadavres qu'on va déterrer dans sa cave. Voilà, Mamie Luger, gros coup de cœur pour ce personnage. Ce sera donc mon personnage du mois. Ensuite, niveau de mes 3 romans préférés ce mois-ci, il y a d'abord Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby. Je pense que c'est mon roman préféré du mois parce qu'il est incroyable. J'ai la sensation que Zoé Brisby, elle prend un tournant dans sa façon d'écrire dans celui-ci et qu'il est plus grinçant. Les autres sont plus gentils. Je m'entends, hein, c'est pas gentil nunuche, c'est gentil, plus cool. Alors que là, elle aborde des thématiques plus fortes et... Non, pas plus fortes, parce qu'elle aborde déjà des thématiques fortes dans ses précédents romans. Mais elle l'aborde d'une manière différente. Et vraiment, Les Mauvaises Épouses, cet humour très grinçant, cette façon de dénoncer les choses, j'avais adoré Les Mauvaises Épouses. Ensuite, La Lisière ne fait pas partie de mon top 3, mais j'ai beaucoup aimé. Ce que l'on cache aux autres ne fait pas partie de mon top 3 non plus, mais c'est une romance avec laquelle j'ai passé un bon moment. Dans mon top 3, il y a Le monde que l'on porte, d'Alia Cardin. Alia Cardin,
fait partie de mon top 3 de mes autrices préférées. Et elle le confirme une fois de plus avec ce nouveau roman. Alors, j'ai pas tout lu d'Alia Cardin. C'est un peu comme Alexis Leipzger. J'ai pas tout lu non plus parce que j'ai cette sensation que j'ai encore à lire, en fait. Je sais pas comment vous dire, mais avec Norek et Grimaldi, par exemple, le livre sort, le lendemain, je l'ai fini, parce qu'il faut que je le lise. Mais après, j'ai cette frustration à me dire, je n'ai plus rien à lire de Norek et Grimaldi et j'attends. Alors que là, dans ma palle, j'ai encore un roman d'Alia Cardin à lire et il y en a un autre que j'ai même pas encore dans ma palle. Et pourtant, je peux assurer haut et fort, sans avoir tout lu, qu'Alia Cardin fait partie de mon trio d'autrices préférées parce qu'elle a une plume singulière, parce qu'encore une fois dans cette histoire, elle vient me retourner le ventre, m'arracher les tripes et me faire réfléchir avec beaucoup de bienveillance. Et voilà, j'ai adoré le monde que l'on porte. J'adore la plume d'Alia Cardin. J'ai adoré ce clan de femmes puissantes qui sont accoucheuses de génération en génération. J'ai adoré cette maîtresse d'école qui veut voir le monde autrement, qui veut apporter une éducation différente à ses élèves, qui remet tout en question. Et ouais, un gros coup de cœur pour le monde que l'on porte d'Alia Cardin. Ensuite, celui-ci, La petite fille sous la neige, n'est pas non plus dans mon top 3, mais pareil, une très bonne lecture. J'ai une petite préférence pour la série Netflix, je vous l'ai déjà dit, peut-être parce que je l'ai regardée en premier. Je ne saurais jamais. Ensuite, le dernier de mon top 3 du mois de mars, Hurlement, Alexis Leipzger. Il a écrit 4 romans, Alexis Leipzger. Il y en a encore un dans ma palle qui est Le Mangeur d'âme. Et pareil, je le garde de côté parce que j'ai cette sensation que j'ai encore quelque chose que... Je me dis le jour où j'ai très envie de lire un truc que je vais trop kiffer, eh ben j'ai encore Alexis Leipzger dans ma palle. J'ai encore Alia Cardin dans ma palle. Donc voilà, j'ai encore Le Mangeur d'âme, mais j'ai lu celui-ci. Qui est donc presque un tome 2 en fait. On peut pas parler de tome pour les thrillers parce qu'évidemment chaque thriller peut se lire indépendamment et on m'a encore demandé ce matin est-ce que je peux lire Hurlement indépendamment? Oui, mais ça serait dommage parce que dans Les Poupées, le duo Cowboy Mentalo se forme. On assiste à cette rencontre entre un flic un peu bourru et qui accepterait personne et cette criminologue en fait qui va demander, parce que Alexis Leipzger l'a très bien dit quand je l'ai vu ce week-end, lui en gros ce cow-boy, ce Venturi n'accepterait pas quelqu'un qu'on lui foute dans les pattes. Là c'est lui qui va la chercher et pourtant il la bouscule Mentalo, il la bouscule cette criminologue qui a tout d'une grande également. Et la formation du duo dans Les Poupées, je le trouve hyper intéressant et les retrouver dans Hurlement, c'est incroyable. Et vous êtes déjà attaché à Mentalo, vous êtes déjà attaché au cow-boy et il se passe des choses là-dedans, sur Mentalo, sur le cow-boy et vous n'aurez pas le même attachement au personnage que j'ai si vous n'avez pas lu Les Poupées, je pense. En tout cas, Alexis Leipzger, je vous le dis dans le vlog juste avant, signe pour moi encore un très grand roman, c'est précis, efficace, c'est pour moi le meilleur auteur au niveau des dialogues, parce que ces dialogues sont très bons, très drôles, très pinçants, très grinçants, et je passe toujours un excellent moment, et Hurlement est encore venu confirmer tout ça. Pareil, Alexis Leipzger, trio d'auteurs préférés. Si vous n'avez toujours pas découvert cet auteur de polar, vous pouvez foncer. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Les Poupées restera mon préféré pour le moment parce qu'il y a cette formation de ce duo que j'aime beaucoup maintenant, que je prends plaisir à retrouver dans Hurlement. Et parce que Les Poupées, je me suis tellement fait avoir que... je m'en remettrai pas en fait. Je m'en remettrai pas de cette fin dans Les Poupées. Et donc voilà, Hurlement, ce mois-ci, une nouvelle enquête avec 5 femmes kidnappées, une qu'on retrouve, amochée, c'est faible amochée, dans un état affreux. Et pareil, une enquête hyper bien ficelée, hyper bien tordue et intelligente, vraiment intelligente. Il a une plume intelligente, Alexis Leipzger, il sait bluffer comme un professionnel du poker et ça se sent.
Ensuite, j'ai également lu ce mois-ci Précipice, que j'ai beaucoup aimé, assez épais celui-là, assez dense à lire, mais pareil, une très très belle plume chez Céline Dangean que je découvre. J'ai maintenant Matrice dans ma palle à découvrir, qui est la base de ça. Je ne savais pas en fait en commençant les Précipices qu'il y avait d'abord Matrice, sinon j'aurais commencé par Matrice. Mais pareil, c'est vraiment un très très bon polar, une enquête, pareil, avec plein d'allers-retours dans le passé, et j'aime beaucoup ce style. Ensuite, ça, je vous en ai parlé un tout petit peu avant dans ce vlog, bon, j'ai beaucoup aimé, on est sur une saga. Et la couverture du mois, alors franchement, ça aurait pu être Hurlement d'Alexis Leipzger, parce que je vous la remontre, mais la couverture, elle est... C'est la plus belle pour moi, de tous ces romans, la couverture. Il y a plein de choses là-dessus, et... j'aime trop la couverture. Mais la couverture du mois, et ça va être le livre du mois, l'objet livre du mois, parce que bah il est incroyable et je pense que vous savez déjà de quoi je vous parle. Et je vais vous parler de Au bout du rêve, le Twisted Tale paru chez Hachette Hero, parce que l'objet livre est dingue. Vraiment. Le collector, il est fabuleux. Ah. Le travail éditorial, il est fou. Je le trouve même presque plus beau, en fait, sans cette couverture. Et puis voilà, un travail éditorial. Zéro défaut. Voilà, pour mon petit bilan du mois. Au programme aujourd'hui, j'aimerais enfin sortir mes mugs de printemps. On est quand même le 7, il serait temps. J'ai toujours mes mugs d'hiver dans ma petite étagère à mugs. Voilà, on installe le printemps tranquillement à la maison avec les garçons. Comme vous l'avez vu hier, on a commencé des petites... on a continué des décos qu'on met aux fenêtres. On en a déjà fait plusieurs. Et puis là, je voulais faire une grosse fleur sur les carreaux. Je vous montrerai ce que ça donne quand on aura terminé. On n'a pas tout à fait terminé notre fleur. Ça va vite le soir, en fait. Je récupère les garçons à 5 h. Et puis voilà, en fait, de 5 à 6, on fait des choses ensemble. On joue, on fait des activités. Hier, c'était les fleurs. Et puis après, c'est le bain, préparer à manger, etc. J'ai le tunnel du soir de 17 h à 20 h 30 qui vont coucher, que je ne vois pas passer. Donc voilà, je vous remontrerai un petit peu plus tard ces décos aux fenêtres qui vont colorer la maison pour le printemps. Et puis voilà, je vais installer mes mugs aussi aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé. Alors, il y a des mugs qui viennent un petit peu de partout. Ici, ça vient d'Incroyable. Ici, ça vient de la jardinerie. Ça, c'est Petite Lectrice. Ça vient d'Incroyable, je crois. Ça, c'est Morgane de la maison d'édition des Lacs qui me l'avait offert. Ça, c'est mon cadeau de la fête des mères de l'année dernière. Là, petite tasse renard rose, ça vient de H&M. Ça vient de la boutique de Magda, Triple L de Mag. Ça vient aussi de Petite Lectrice. Celui-ci, c'est Maison du Monde, pardon. En haut, c'est un mug Disney que Estelle m'avait offert. Et ici, c'est un mug que j'aime beaucoup, que je viens de m'acheter, qui vient de chez Casa. Et puis voilà, en haut, on a le thé ici, palais d'été derrière. Ici, c'est un thé Gaïa que j'avais eu dans une box l'année dernière, ou il y a 2 ans. Pour le prix du roman historique organisé par Hauteville et le chocolat chaud de mon nono, voilà. Et puis Flo nous avait ramené à chacune une petite boîte de thé de Londres et je la trouve beaucoup trop choupie. Donc elle va rester dans mon étagère. Voilà pour ma petite étagère à mugs de printemps. Je vous reprends plus tard. On est toujours vendredi, mais écoutez, c'était Noël dans la boîte aux lettres. Donc je vais unboxer ça tout de suite avec vous. Et puis, pour une fois que je suis habillée et coiffée, je vais faire mon unboxing tout de suite. Bon, coiffée, je suis peut-être un petit peu avancée. J'ai les cheveux propres. Alors, j'ai reçu un colis qui me vient de Merci les livres. J'avais reçu un chouette... Oh, vous n'êtes pas droit, si. Ça, ce n'est pas un repose-casquette, normalement c'est une lampe, mais écoutez, chacun trouve les fonctions qu'il peut aux objets de la maison. J'avais reçu un chouette carnet de gratitude et puis des tout petits carnets avec plein de citations pendant les fêtes de fin d'année.
Et là, Merci les livres m'a proposé de nouveau de choisir des petites choses dans le catalogue. Donc j'étais ravie. J'ai surtout pris pour les garçons. J'ai pris Edgar dans les profondeurs de l'océan avec un petit renard. Donc dès que je l'ai vu, évidemment, j'ai sauté dessus. C'est le genre d'album très coloré en général que les garçons aiment beaucoup. Donc voilà, on va découvrir ça. C'est par Emmanuel Gras et Marion Perret. Et puis j'avais vu surtout ça qui me tient à cœur dans les lectures que je lis avec les garçons. Respect de la nature, écologie. Donc voilà le premier. Et ensuite, ce petit renard, puisqu'il est fantastique, a un cherche et trouve incroyable. Cherche et trouve, renard et en plus... au pays des dinosaures, au temps des dinosaures pour être exact avec le titre. Du coup, ça, je sais que ça va faire carton plein. Sans aucun doute, voilà un petit peu comment ça se présente. Alors, les noms des dinosaures, les garçons les connaissent par cœur, les connaissent même parfois mieux que moi. Donc, voilà. Les petites choses à trouver en bas, dans l'image. Les garçons adorent faire des cherche-et-trouve. Parfois, on fait même des cherche-et-trouve dans des livres. Ce ne sont pas des cherche-et-trouve, mais ils nous demandent de faire des cherche-et-trouve dedans. Donc voilà, ils adorent ça. Et voilà, donc avec les dinosaures, évidemment, je n'ai pu que craquer pour celui-ci. Et dans ce colis, j'avais également un livre pour moi. Et je suis trop contente puisqu'il s'agit d'un livre de recettes de cuisine, mes recettes créatives au fil des saisons. C'est donc un livre qui va s'adapter aux saisons. Vous vous y attendiez pas, hein. Donc voilà, printemps, été, automne, hiver. La première saison. Donc il y a plein de petites recettes complètement différentes avec des plats salés et des plats sucrés, malgré ce que peut laisser penser la couverture. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a de bon au printemps? Au printemps, on a des flancs de petits pois, des tartelettes de carottes. Et puis côté sucré, alors on a les fameux macarons. Donc ça, j'ai ma recette à moi, que je ne change jamais. Et puis voilà, on a plein de petites recettes qui ont l'air toutes super sympas. Panna cotta à la fraise. Je ne sais pas encore. Ah, des riz au lait. À la verveine et compote de fraises. Et compotée de fraises. Ça doit être bon, ça. Cocotte en fonte. J'ai pas de cocotte en fonte. Bon, bah, ça a l'air bon, mais je pourrais pas le faire. Et l'été. Oh, ça a l'air trop chou. Oh là là, ça donne trop envie, ça. Terrine au poivron confit. Tout plein de couleurs, j'adore. Enfin voilà, il y a plein de recettes au fur et à mesure des saisons. Oh, trop bien. Oh, ça me dit quelque chose cette photo, je l'ai vue, je ne sais où. Gâteau d'Halloween. Enfin voilà, il y a plein de chouettes recettes. J'en testerai comme d'habitude une ou deux sur Instagram. Là, il faut que je refasse un réel sur le livre que j'avais eu de Michel Lafon, sans sucre marmiton là. Et puis voilà, j'en ai... Oh, j'adore ça. Ça, à chaque fois, tous les ans, je me dis, il faut que je me lance et je me lance jamais. Ce sera peut-être l'occasion. Cette année, les petits pains briochés en forme de citrouille. Tarte façon Morito. Tarte tropézienne. Ça, c'est tellement bon. Enfin voilà, je suis super contente de ma petite réception. 80 recettes salées et sucrées parues chez Merci les livres. Un grand merci pour l'envoi des albums jeunesse pour les garçons et puis de ce super livre de cuisine. Ensuite, j'ai reçu un magazine pour changer un petit peu, qui me vient de chez Page. Il se présente comme ceci, le printemps des polars, littérature, bande dessinée, jeunesse. Ça parle un peu de tout. Je connais pas du tout ce magazine. Je sais que Magda du compte Triple L de Mag le reçoit et qu'elle l'aime beaucoup. Comme j'ai pas assez de livres dans ma palle, comme j'ai pas assez de tentations, je me suis dit mais je vais prendre ce magazine qui m'a l'air génial et truffé de bons conseils et de nouveaux livres à ajouter à ma palle. Rien que le feuilleter là, ça me donne envie. Un petit mot et puis des petits marque-pages. Trop chouette pour le printemps. Donc écoutez, ce magazine là, je vais le feuilleter. Et je vous en reparle très vite. Ce qui est bien vraiment, c'est que ouais, voilà, là je vois des livres pour les enfants. Je pense qu'il est assez complet et plein de tentations. Un grand merci Page pour l'envoi de ce magazine. Ensuite, je fais une réception qui me vient de Michel Lafon. C'est encore pour les garçons. Bientôt, ils vont recevoir plus de livres que moi, ceux-là. Et c'est la collection Une histoire et au lit que j'aime beaucoup. On en a déjà plusieurs avec les garçons. Et là, j'ai vu Franck Tillier en auteur et je me suis dit que
c'était trop cool en fait de faire découvrir aux garçons mes auteurs que j'aime beaucoup avec des livres jeunesse. Hein. Je ne vais pas leur lire un Franck Tillier le soir, quoique des fois ils mériteraient. Il était une fois Cueillette, une petite fille qui vivait au pays noir, un pays triste et sans couleur. Un matin, elle vit passer un prince dont le cheval portait des sacoches remplies de pommes rouges. Un fruit tomba de la monture, mais l'animal et son maître disparurent si vite dans les bois que Cueillette ne put le rendre à son propriétaire. D'où pouvait bien provenir cette pomme si colorée? Voilà, ça a l'air trop chouette. Bon, il y a l'air d'avoir plein de choses qui vont les faire kiffer. Ça, je viens de voir un dragon. Voilà, les garçons devraient beaucoup aimer. Je connais les garçons évidemment et je sais ce qui va leur plaire et ça, j'étais sûre de moi. C'est marrant ces dessins en noir et blanc et cette couleur qui vient s'ajouter petit à petit. Donc voilà, à découvrir. Un grand merci Michel Lafon pour l'envoi de cet album. Et ensuite, j'ai un colis Le Duc et je ne sais pas ce que c'est. Ah, trop bien. Angélique, que la magie de l'amour vous enchante. Ah, ça c'est trop cool. Je suis trop contente. C'est un oracle. L'oracle de la magie de l'amour. Donc de Géraldine Prévost-Gigant. Je vous ai déjà parlé de cette autrice. Puisque c'est elle qui a écrit Ceci, j'écoute les signes. Et qui a également écrit Hypersensible, ces intuitifs au cœur d'or que j'avais... Non, c'est pas ça le titre. Attendez, je vais aller voir, j'ai un doute. Les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or. Voilà, j'avais adoré celui-ci. Et voilà. Donc voilà, l'oracle vient de cette autrice. Le colis est marrant, il y a des petites plumes dedans. Une petite sucette. Je vais devoir la manger parce que j'en ai pas deux pour les garçons. Mince, c'est dommage. Oh, une petite pierre en forme de cœur. J'ai un doute sur la pierre. On va l'ouvrir, cet oracle. Je ferai un tirage. Pardon, je reçois des messages sur WhatsApp en même temps. Je vous jure que mes proches sont parfois très drôles. Je disais... Pardon. Je ferai un tirage de cet oracle, je le ferai pas dans ce vlog-là. Je vous reprendrai dans le prochain vlog ou celui d'après, je n'avance pas. Dedans, nous avons un tapis de tirage qui est très joli, un liseré doré, on ne change pas une équipe qui gagne. Le dos et les cartes ont l'air très jolies. Alors il y en a qui sont plutôt dans les tons bleus, comme celle-ci. Il y en a dans des tons plutôt marrons, l'amour... Le monde des rêves, la gratitude. Elle est très belle cette carte. Des cartes dans les tons verts, l'authenticité, la douceur. C'est pas ce qui me caractérise. Et des cartes dans les tons rouges. Quelques cartes qui m'interpellent. Cadenas d'amour. Dire adieu au passé. Vous savez comme ce n'est pas mon point fort. La rupture. Alors au dos de l'oracle, il y a écrit l'amour est l'énergie vitale de notre existence. Grâce à la puissante guidance de cet oracle, guérissez vos blessures d'amour et apprenez à décrypter les messages de votre inconscient. Chaque carte vous invite à entamer votre travail d'exploration intérieure et découvrir le sentiment d'amour sous toutes ses formes. Je ne sais pas si c'est l'oracle qui va le plus me parler. Guérissez vos blessures d'amour. J'ai la chance, la grande chance de ne pas avoir de blessure d'amour. Je verrai bien, je vais l'adopter, l'essayer, voir s'il peut me correspondre. Et puis écoutez, je vous en reparle très vite de cet oracle. En tout cas, il est très chouette, c'est un super beau travail. Voilà, l'oracle de la magie de l'amour. Un grand merci, le Duqueso, pour l'envoi. Voilà, j'ai ouvert tout ce que j'ai reçu ce matin. Il y a des matins, la factrice, elle doit me haïr. Sinon, niveau lecture, j'ai attaqué Ce que disent les silences de Laure Manel. J'ai lu un tiers à peu près. Et j'étais au chapitre 4 que j'étais déjà en larmes. Ouh, trop d'émotion. Donc, il est très prometteur. Comme toujours, j'aime beaucoup la plume de Laure Manel, mais je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous en parler. Ce soir, je ne lirai pas. Je vais manger au restaurant avec ma meilleure amie. Donc, pour ce soir, pas de lecture. Mais voilà, je le lirai tranquillement sur mon week-end. Elle sait écrire des tirades comme j'aime, Laure Manel. Mais je vous en reparlerai plus tard.
Je vous reprends, on est dimanche et je vous reprends pour venir vous faire l'update de ce roman que j'ai terminé ce matin, Ce que disent les silences de Laure Manel, qui vient donc tout juste de paraître aux éditions Michel Lafon. Ce roman-là, c'est l'histoire de Adèle, une toute jeune femme qui vient de perdre son père dont elle n'était pas particulièrement proche. Elle n'avait pourtant plus que lui puisque la mère d'Adèle est morte il y a bien des années en arrière. Et en allant débarrasser l'appartement, la maison, je ne sais pas, peu importe, de son père, elle va tomber sur un carton avec des photos, des souvenirs, tout un tas de choses. Et à l'intérieur de ce carton, il y a une lettre qui lui dit qu'il y aurait certains silences autour de la mort de sa mère, certaines choses dont elle n'est pas au courant, dont on ne lui a jamais parlé. Et du coup, Adèle, elle prend la décision de repartir à Ouessant, une île en Bretagne où vit encore sa grand-mère. Elle décide de repartir là-haut pour essayer un petit peu de comprendre les mystères qui entourent la mort de sa mère et d'en savoir un petit peu plus en fait sur ce qu'elle est et pourquoi son père, des années en arrière, a fui Ouessant en fait à la mort de sa mère et pourquoi surtout ils ont perdu tout contact avec cette grand-mère, avec cette île qui est si chère au cœur de sa famille. C'est tout ce que je vais vous dire pour le résumer parce que j'aurais peur de vous spoiler quoi que ce soit d'autre. C'est un roman qui parle de silence, qui parle de choses qu'on a tues. Alors toujours la frontière entre le mensonge et les choses qu'on n'a pas dit. C'est pas vraiment un mensonge quand on ne l'a pas dit. Juste on a omis d'émettre quelque chose, j'ai envie de dire, c'est un peu ça en fait l'histoire de ce roman, c'est toutes ces choses qui n'ont pas été dites et puis tous ces mensonges qu'il y a eu dans l'enfance d'Adèle qui entourent la mort de sa mère. Déjà à l'époque on lui a menti lorsque sa mère est morte, mais j'en dirai pas plus, ça je vous laisse découvrir le roman parce que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. Laure Manel, elle vient me cueillir un petit peu avec ce roman. Elle fait une tirade en chapitre 4 qui m'a beaucoup touchée et je vais me permettre de vous lire un tout petit extrait pour mettre en lumière la plume de Laure Manel et la puissance des tirades qu'elle est capable de faire dans ses romans. Je suis chapitre 4, page 18. Elle prit 2-3 minutes sur ce banc, le temps de réaliser, mais il lui faudrait bien plus que ces 2-3 minutes en réalité, parce qu'elle n'arrivait tout simplement pas à y croire. Pierre n'était plus. Il avait quitté la vie comme ça un jour de septembre, discrètement, chez lui, seul, et elle ne le reverrait jamais. Quand l'avait-elle vu pour la dernière fois? Ce devait être au mariage de Stéphanie, justement, la fille de Ghislaine. Adèle avait failli ne pas venir. 2 ans qu'ils étaient fâchés, 2 ans ou 20. Elle avait l'impression d'avoir été fâchée très tôt contre lui, peut-être même depuis toujours, mais pendant longtemps elle n'avait pas vraiment coupé les ponts, jusqu'au jour de ses 28 ans. Il ne l'avait pas appelée. C'était la première fois qu'il l'oubliait. Elle avait été blessée, puis en colère. Alors comme ça il n'avait plus de fille, eh bien elle n'aurait plus de père. Ce qui était assez vrai de toute façon, puisqu'elle avait cessé de vivre avec lui dès ses 8 ans. Et puis parce qu'il avait été absent, négligent, indifférent. Il n'avait jamais été le père qu'elle aurait aimé avoir, un père qui est là, qui assume, qui fait tout pour ses enfants. Sa fille unique en l'occurrence qui se bat, un père normal, qui fait au moins ce qu'il peut, qui se soucie de sa progéniture, mais il n'avait pas su être ce père, et c'était pour cette raison que très tôt, elle ne l'avait plus appelé papa, n'avait même plus dit mon père. Et je trouve que ce passage-là reflète parfaitement l'ensemble du roman de Laure Manel. C'est un roman très fort qui parle de sentiments très puissants, des relations compliquées qu'on peut entretenir avec ses parents, avec ses grands-parents, des relations compliquées qui sont construites sur un mensonge, sur des silences et c'était super beau. C'était très touchant, l'histoire d'Adèle et l'histoire de sa famille, elle m'a beaucoup touchée. Et puis Laure Manel, elle m'a fait voyager en France parce qu'en France on a une très grande richesse au niveau des paysages. Alors là je m'écarte un peu du sujet principal, mais moi je voyage principalement en camping-car, donc en France, et on a des endroits absolument fabuleux et à couper le souffle. Et dans ces endroits à couper le souffle, je crois qu'en France il y a Ouessant, une île en Bretagne dont je crois l'autrice a beaucoup d'attaches sentimentales. Elle offre une très très belle déclaration d'amour à la Bretagne, j'ai trouvé. Je crois que je suis parvenue à visualiser ce phare, ces phares, à visualiser cette mer parfois dangereuse, parfois intransigeante.
Je crois que je suis parvenue à me projeter totalement par les descriptions que l'autrice nous offre et c'était vraiment un super chouette moment. Une fois de plus, je ne peux que vous conseiller ce roman de Laure Manel. Si vous aimez tout ce qui est secret de famille, silence, non-dit, etc., vous devriez passer un bon moment. Adèle, c'est une chouette personne et elle va rencontrer tout un tas de chouettes personnes. Et je m'attendais tellement à un truc qui est pas venu et dont je suis hyper contente parce que je trouve que Laure Manel, elle ne cède pas à la facilité et elle ne cède pas aux clichés dans ce style de roman et j'ai trouvé ça vraiment trop chouette parce qu'il y a des choses que je pensais qui arriveraient et qui n'arrivent pas. Enfin bref, il y a tout un tas de choses. Je crois vraiment qu'elle nous offre un super roman, Laure Manel. Je lis que c'est son 9e déjà, c'est incroyable. Et ouais, Laure Manel, c'est une autrice que j'aime beaucoup, dont je n'ai encore jamais été déçue. Chacun de ses romans sont différents, apportent une histoire différente, ont une déco de fond différente, j'ai presque envie de dire, un endroit différent. Et celui-ci était vraiment très chouette. Elle nous avait déjà offert un roman avec des belles plages, mais là, c'est encore différent. Et cette île a l'air incroyable, une très très belle déclaration d'amour à la Bretagne. Et voilà, moi j'adore Laure Manel et je ne peux que vous conseiller Ce que disent les silences de Laure Manel qui vient donc de paraître aux éditions Michel Lafon. Je suis un peu dégoûtée parce que j'avais l'opportunité la semaine prochaine d'aller fêter sa sortie à Paris avec Laure Manel. Il y a une soirée de lancement qui est organisée et j'étais invitée. Malheureusement, je ne peux pas y aller et ça me fait un petit pincement au cœur parce que des soirées auxquelles je suis invitée, j'en refuse plein parce que je ne suis pas à Paris et que très souvent c'est en semaine et que c'est compliqué pour moi de m'organiser. Mais celle-ci, elle me reste un peu en travers de la gorge parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé y assister. Ça ne détrônera pas pour moi La mélancolie du kangourou parce que ça reste mon roman préféré de l'autrice. J'ai tellement aimé La mélancolie du kangourou, mais peut-être que celui-ci arrive juste derrière et que ce sera le deuxième de mon top Laure Manel. Après j'avais beaucoup aimé Le sourire des fées, mais Le sourire des fées c'est différent. Le sourire des fées, il y a des romans comme ça, celui que t'as le plus aimé, celui que t'as plus machin, et Le sourire des fées c'est le roman qui m'a fait le plus pleurer dans toute ma vie de ce que j'ai lu. Voilà, Laure Manel a cette palme là dans mon palmarès lecture. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce roman là. Encore un très chouette moment, je vais encore me répéter, mais vraiment dépaysement garanti, Bretagne, RIOD, tout y était. J'en profite pour vous reparler de mon t-shirt qui est toujours en vente, encore pour une semaine au moment où sort ce vlog, donc si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à foncer parce que c'est vraiment une collab en édition limitée et c'était une collab pour 15 jours, donc voilà, ça fait déjà une semaine qu'il est sorti. Je remercie beaucoup, vous êtes vraiment pas mal à l'avoir commandé et je suis hyper touchée par l'engouement et je suis... j'ai une coiffure de folle, on est dimanche. Et voilà, donc il est bientôt plus dispo, encore une semaine, donc si jamais vous voulez l'acheter, il faut foncer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et même pour ce vlog. Je crois qu'il est assez long, je vais le clôturer ici. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à prendre le temps de le liker, de commenter, de faire toutes les choses dont vous avez l'habitude. Je vous souhaite une très belle semaine si vous regardez ce vlog au moment où il sort. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!